Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vos mélodies ont touché les cœurs de plusieurs générations de petits et de grands enfants, sans doute parce que moralement vous demeurez l'un d'entre eux. Vous le démontrez encore une fois aujourd'hui à travers de nouvelles chansons pleines de fraîcheur sur des sujets parfois dramatiques. Bonjour Jean-Jacques Debout. Bonjour Jacques. Alors un nouvel album, c'est un événement et c'est pour ça qu'on vous reçoit dans les clés d'une vie, avec des sujets je crois très personnels pour une fois. C'est-à-dire que j'ai dans cet album finalement survolé ma vie. Et ben voilà, donc ça tombe bien pour les clés d'une vie. On va la raconter à travers des dates clés et les chansons de cet album. Et la première date que j'ai trouvée, elle est liée à l'une de vos chansons. C'est le 25 juin 47. Parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le journal d'Anne Frank est publié ce jour-là pour la première fois en néerlandais sous l'impulsion de son père Otto Frank. Et ça donne une chanson. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est Anne Frank. On vous attendait pas sur un sujet comme ça, Jean-Jacques Debout? Oui, mais si, moi je m'y attendais parce que dans les années 55, 56, je reçois un coup de téléphone de Marguerite Jamois, qui était la directrice du théâtre Montparnasse. Et elle me dit, je vous ai vu, où j'avais un petit rôle dans une pièce de théâtre qui n'avait pas tellement d'importance. Je ne me souviens même pas du nom de la pièce de théâtre. Bref, elle m'avait remarqué et elle m'avait surtout dit Pascal Audrey, qui va incarner le rôle d'Anne Frank, m'a parlé de vous et il y a vous et le jeune Jacques Charrier qui vont avoir le rôle de Peter dans le journal d'Anne Frank, qui est le petit ami en fait d'Anne Frank, qui est son confident, à qui elle se confie. Et est-ce que ça vous plairait de le jouer, parce qu'il va y avoir des jours où Jacques Charrier ne pourra pas être là, étant donné que Marcel Carné venait de l'engager pour le film Les Tricheurs. Et j'étais très flatté. Et puis je suis allé passer l'audition un matin. Et puis elle m'a dit, écoutez, ça va très bien. Et puis j'ai sympathisé avec Pascal Audrey. La sœur du Gaufret. Oui, la sœur du Gaufret. Et à cette époque-là, je connaissais déjà un petit peu Hugo Frey, que j'avais rencontré dans un cabaret où il chantait avec sa guitare. Et on avait sympathisé tous les deux. Et je lui ai dit, je connais un peu votre frère, Hugo Frey. Et puis c'est comme ça qu'on s'est mis à parler. Et on s'est aimé beaucoup. Et on a été très heureux ensemble. Et pourquoi justement avoir consacré une chanson à Anne Frank aujourd'hui? Eh bien parce que d'abord Pascal n'est plus là, comme vous le savez, et puis j'ai toujours eu pour Anne Frank et pour cette histoire, j'ai toujours eu comment on peut dire ça? Une passion. Une passion, oui. Alors, il se trouve que la guerre, je crois que vous l'avez passée à la campagne, oui. Chez votre grand-mère. Oui, chez ma grand-mère qui était écrivaine et qui était la meilleure amie de Colette. Et il se trouve aussi que vous avez écouté Les Français parlent au français et ça vous a permis de découvrir la radio et la TSF. Bien sûr. C'est là que j'entendais Maurice Chevalier qui chantait « Il y a de la joie ». Et puis c'est l'époque où j'écoutais Pierre Dac, que j'aimais et qui me faisait rire aux éclats. Avec mon cousin, on répétait toutes les phrases qu'on pouvait répéter de ce que disait Pierre Dac. Et puis, il y avait aussi... Il y avait Les Français parlent au français. Les Français parlent au français, bien sûr. Mais c'est comme ça que vous entendiez parler de tickets de rationnement, d'Hitler, de Pétain. Vous ne saviez pas à quoi ça correspondait? Ah si, je savais à quoi correspondait Pétain par ma grand-mère, parce que ma grand-mère, qui avait été présidente de la Société des gens de lettres, avait été aussi une très grande infirmière au front pendant la guerre de 14-18. Et elle avait reçu la médaille de guerre des mains du maréchal Pétain, ce qui énervait mon père. Mon père, quand il voyait la médaille et la photo
du maréchal la remettant à ma grand-mère, il attrapait le cadre et il le mettait sous le lit de ma grand-mère. Et votre père, justement, est lié au général de Gaulle, car je crois qu'il lui a vendu des lunettes. Oui, il lui a pas vendu, il lui a fait des lunettes, parce que le général de Gaulle, figurez-vous que quand il était au front pendant la guerre de 14-18 et qu'il faisait tirer le canon, on retrouve des photos de cette époque-là. Il ne mettait pas de lunettes. Et le vent lui rapportait dans les yeux directement, dans ses rétines, la poudre à canon qui lui bouffait les rétines. Et quand il a fait venir mon père à la Libération, où il avait un bureau derrière l'école militaire, il lui a dit « Monsieur Debout, je vous en supplie, est-ce que vous pourriez me rendre la vue de mes 18 ans ?» Et mon père a cherché partout, il est allé partout. Et puis, un jour, il lui a amené ses 5 paires de lunettes. Alors, il lui a dit « Ah, mon cher monsieur Debout, alors, de quoi sont faites ces lunettes ?» Alors, mon père lui a dit « Mais, mon général, les montures sont françaises, elles ont été faites à Moret, là où il y a l'école d'optique. Et quant au verre, là, mon père était un peu embêté. Quant au verre, j'en ai cherché partout, en Italie, partout en Espagne, mais il n'y a qu'en Allemagne que je les ai trouvés chez Xaes. Et alors, il a pris la première paire de lunettes, il a fait ça avec, et il a dit « Alors, avec ces 2 choses-là, il faudra bien trouver un terrain d'entente. » C'est magnifique, l'humour de Gaulle. Dans ce nouvel album de Jean-Jacques Debout, il y a une autre chanson qui est liée à votre enfance. Que sont devenus tous les amis de mon collège de Juilly, où j'étais quand j'étais petit, dans le cours du père de Givry. C'est vrai que vous avez passé des années, je crois à partir de 1948, au collège de Juilly. Oui. 46, 47, 48. Et vous aviez un copain que vous avez rencontré dans le car qui s'est moqué de vous au départ avec votre nom, Debout. Oui, il m'a dit « Tu t'appelles comment, toi ?» Alors je lui ai dit « Je m'appelle Jean-Jacques Debout. » Il me dit « Tu te fous pas de ma gueule, non? C'est comme si moi je m'appelais Assis. » Je lui dis non, si tu veux. Et à l'époque, j'avais une petite carte d'identité sur moi. Je lui montre ma carte d'identité. Je lui dis, regarde, c'est bien Jean-Jacques Debout. Il me dit, ah bon, tout ça c'est bien. Bon, toi, t'as qu'à m'appeler Jackie. Moi, je m'appelle Jacques Mérine, mais mes copains m'appellent Jackie. Et, voilà. Et je l'ai appelé Jackie. Exactement. Et je crois que dès le début, ça s'est mal passé. C'est-à-dire qu'au réfectoire, le premier jour, on vous lit Voyage au centre de la Terre, oui. Qui a d'ailleurs été adapté 102 fois au cinéma, je vous le précise. Oui. Et lui, il n'a pas aimé du tout. Non, lui, ça le barbait. Alors à un moment, c'était un prêtre qui nous lisait Voyage au centre de la Terre. Et je revois la scène comme si c'était aujourd'hui. Je revois les bros avec le café, avec une salade aux pommes de terre, avec des je sais pas quoi, des courgettes dedans, je sais pas ce que c'était. Et puis il était là, et puis le prêtre lisait, et puis il disait, oh là là, il commence à m'emmerder celui-là. Alors, et puis il passait devant nous pour lire des passages de Voyage au centre de la Terre. Et puis à un moment, Jackie le regarde et puis il lui dit « Mais dites-moi, c'est vous qui vous prenez pour le centre de la Terre, vous commencez à nous emmerder sérieusement, tu peux pas fermer ta gueule ?» Et il lui dit oh !» Tout d'un coup, le curé le regarde, le livre presque lui en tombe des mains, parce que personne n'avait osé lui parler sur ce ton-là et puis lui dire ça. Et les autres élèves se demandaient ce qui se passait, personne comprenait. Comment un élève allait pouvoir dire ça à un prêtre? On respectait tous les prêtres qui étaient dans le collège. Bien sûr. Et il avait des prédispositions, Jacques Messrine, puisque je crois qu'il a commencé par voler l'argent de la quête. Ah, mais ça, c'est après. Oui. Alors, je servais la messe le matin avec lui, et quand je me réveillais, j'avais une petite montre, et puis je savais, il fallait commencer à se préparer à 6 heures du matin. Mais à l'heure où on se levait, il faisait encore nuit. Et alors on allait à la collégiale, et puis moi j'étais chargé de préparer les hosties, j'étais chargé de préparer toutes les choses, et puis les ostensoirs, et puis tout ce qui servait à la messe. Et puis un jour il me dit tourne-toi, je vais m'en aller, tourne-toi, je veux pas que tu me vois. Alors je me retourne.
Puis alors, c'est l'époque où on avait des robes rouges avec des petits boutons où il fallait 1 heure pour arriver au dernier bouton. Et puis, à un moment, il revient dans la sacristie. Et puis, il me dit, bah, tourne-toi. Alors, je me retourne. Il me dit, regarde. Il avait un espèce de seau qu'il avait trouvé. Et puis, devant la collégiale, il y avait un grand étang. Et puis, qu'est-ce qu'il sort? Des crapauds les uns derrière les autres du seau. Et il les met dans les ciboires où il y avait les hosties. Alors, tous ces crapauds pleins de boue, tout dégueulasse, qui met dans les ciboires avec les hosties. Je me dis, mais il est fou, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Puis il remet les couvercles. Moi, je pouvais rien dire, mais j'en étais malade. Et puis à un moment, le curé qui faisait la messe, justement, le fameux père de Givry dont je parle dans la chanson, dit les élèves qui veulent communier doivent venir se mettre à genoux pour communier. Alors il y en a un premier qui vient, et puis il ouvre la bouche, il sort sa langue pour recevoir l'hostie, et tout d'un coup l'autre venait d'ouvrir le ciboire avec le crapaud qui sautait, et il y avait tous les crapauds qui dans l'allée centrale de la collégiale, sautaient partout avec tous les élèves qui avaient peur et qui partaient de la collégiale en courant, en hurlant, en courant avec les crapauds qui sautaient partout. Et c'était des trucs que faisait Jackie, ça. C'est fou, hein. Alors, une autre chanson qu'on va évoquer dans ce nouvel album est liée à une date, le 25 septembre 1962. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Jacques Debout. Nous évoquons votre nouvel album qui est sorti avec des nouvelles chansons. On a évoqué déjà deux des chansons. Et là, si je parle du 25 septembre 62, c'est que c'est lié à la sortie d'un film important dont voici le générique. Le jour le plus long. Et pourquoi je parle du jour le plus long? Parce que certaines scènes ont été tournées à l'île de Ré. Absolument. Qui est liée à une de vos chansons, La Pergola. C'est à la Pergola, rêve de la Cour d'Henri, où j'adorais te retrouver. En jean et en savate, comme on a pu danser sur Ella Fitzgerald et Armstrong endiablés. Fitzgerald, Armstrong, vos idoles de jeunesse. Oui, parce qu'il y avait une petite boîte qui s'appelait la Pergola. Oui. Et cette Pergola, elle attirait tous les jeunes de l'île de Ré de l'époque. On était en 53, 54. Et elle était au bord de la plage. C'était un cube en ciment avec quelques tables. Et je me souviens que le soir, il y avait une femme qui venait avec un turban rouge comme ça, avec plusieurs femmes autour d'elle. Et tous les gens disaient « Oh là là, c'est Suzy Solidor, c'est Suzy Solidor ». Qui était une chanteuse qui est spécialisée dans les chansons de marine. Oui. Et puis, vous jouiez de la clarinette, et grâce à Jacques Messrine, je crois. Ah bah oui. Il savait que j'avais besoin d'une clarinette, et un dimanche à midi, l'orchestre de la Quarte avait fini de jouer, et tous les musiciens avaient posé leurs instruments sur le kiosque, et lui, il n'avait rien fait de mieux que d'aller voler une clarinette qu'un musicien avait posée sur le kiosque, et il me l'avait carrément donné, mais il m'avait pas dit d'où ça venait. Je l'ai su qu'après. Et c'est comme ça que j'ai pu jouer de la clarinette en accompagnant Olivier Despax, qui jouait de la guitare remarquablement bien, puisque sa maman était la nièce de Django Reinhardt. Ouais. Alors elle avait fait prendre des cours de guitare à son fils. Et moi, à l'époque, je me prenais un peu pour Sidney Bechet. Et puis, on faisait danser dans un blocos qui était justement près du phare des Baleines. On faisait danser toute la jeunesse de l'époque avec des bougies sur des bouteilles
pour éclairer le blocos. Et là, évidemment, on avait des petites amies. Et l'île de Ré, vous y êtes revenu, je crois, plusieurs fois dans votre vie. Vous avez eu un moulin à louer pour une somme ridicule. Oui. C'est mon beau-frère, Pierre Verdier, avait trouvé un moulin. C'était... je le louais à l'année. À peu près, aujourd'hui, ça correspondrait à 20 €. Par an, oui, c'est extraordinaire. Mais il y avait pas d'eau courante. Ah non, il n'y avait rien. Je me lavais avec un seau, où j'allais à la douche municipale de Saint-Martin. Et puis, à l'époque, je m'étais acheté une vieille Amilcar, mais j'avais pas de permis, puisque j'avais 16 ans, j'avais aucun permis. Mais comme mon beau-frère avait un grand garage à Saint-Martin-de-Ré, il connaissait tous les gendarmes. Il avait prévenu les gendarmes, il leur avait dit, si vous voyez passer mon beau-frère avec son Amilcar, surtout soyez gentils, bon, il va pas vite, il m'a juré qu'il dépasserait pas le 30 à l'heure. Alors il lui avait dit, écoutez, on fermera les yeux. Si on le voit passer, bien sûr, on fermera les yeux, mais surtout qu'il n'aille pas vite avec cette voiture. Mais un jour, mon père s'est rendu compte que je conduisais cet Amilcar sans permis et sans assurance, bien sûr. Et ça a été un drame terrible. Un drame terrible aussi, ce sont des vacances que vous avez passées avec Chantal Goya et vos 2 enfants, Jean-Paul et Clarisse, dans une maison qui était à côté d'un club de vacances, je crois. Oh bah oui. Alors on entendait « Monsieur Untel, vous avez du courrier. Madame Poinceau-Chapuis, vous avez un colis qui vous attend. » Et puis alors ça commençait le matin, mais très tôt. Alors on pouvait pas dormir dans cette maison. La maison était pas mal, mais alors elle était au milieu du camping. Et je devenais fou. Alors j'ai dit à Chantal, le lendemain, je lui ai dit, tu sais pas, je vais aller dans Saint-Martin. Je vais me débrouiller, je vais acheter une maison. Je vais acheter une maison, n'importe quoi, mais on peut plus rester là, c'est pas possible. Et puis, j'ai cherché. Et j'étais ami à l'époque, je suis resté très ami longtemps avec elle, avec la femme d'un poète qui s'appelait Georges Hunier, Myrtille Hunier, qui, elle, avait une maison qui s'appelait l'Herbière, qui était dans la hauteur de Saint-Martin, dans le tournant dans la hauteur. Et il y avait pas loin d'elle des bonnes sœurs qui vendaient 6 maisons ensemble. Ça ressemblait un peu à un cloître, mais c'était pas non plus un cloître. Alors aucune maison avait un toit qui ne fuyait pas. Tout ça était dans un état un peu délabré, faut le dire, mais ça avait une gueule folle. Et je crois que dans cette maison, un jour, Johnny et Sylvie et David sont venus dîner. Bien sûr, non seulement dîner, ils sont venus passer 2 Noëls de suite. Des réveillons, Sylvie a fait la cuisine, Chantal aussi, David commençait à marcher, Johnny piquait des crises de nerfs des fois parce que il avait envie d'aller à La Rochelle, mais à l'époque il n'y avait pas le pont. Hein. Oui. Alors là où il voulait aller à La Rochelle, il n'y avait pas de bac, c'était pas l'heure du bac, il n'y avait plus de bac du tout. Et alors il disait, c'est pas possible d'être dans cette île, on est prisonnier. Alors Sylvie lui disait, mais enfin, Johnny, on est en vacances quand même, tu vas pas piquer une crise. Et alors il se mettait des fois dans des états terribles. Je crois qu'il a acheté une maison où il n'est jamais venu. Alors il m'avait demandé de lui acheter une maison près de la mienne. J'en avais trouvé une qui était une maison avec un magasin où qui avait dû appartenir à un bottier, parce que il y avait que des pieds droits il y avait que des pieds droits partout, mais il y avait un clos d'1 hectare qui était derrière, et c'était assez joli l'endroit. J'avais été acheter cette maison à la Bougie à La Rochelle. Je me souviens, elle avait coûté l'équivalent de 1500 francs à peu près. Et j'avais appelé à Paris, il avait un homme d'affaires à l'époque qui s'appelait Moufta, Monsieur Moufta. Et j'avais dit, dites à Johnny que j'ai eu sa maison à 1500 francs. Et puis,
bizarrement, Johnny n'est jamais venu la voir. Le temps a passé comme il passe souvent. Et puis, un jour, quand il s'est séparé de Sylvie, il a dit « Qu'est-ce que je vais faire de cette maison ?» C'est là où il aurait dû réfléchir. Et il a appelé le notaire du coin, qui s'appelait Monsieur Sourisseau, je me souviens. Et David a dit « Vous allez la vendre parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une maison à l'île de Ré, qui en plus n'est pas en état, il faudrait que j'y fasse les travaux. » Et finalement, c'est un architecte qui l'a acheté et qui l'a revendu pas loin de 2 milliards il y a 2 ans. Eh ben voilà comment on fait des bonnes affaires grâce à vous. Une autre date importante liée aussi à votre album, le 2 mars 1945. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Jacques Debout, à l'occasion de la sortie de ce nouvel album formidable, qui sont 13 nouvelles chansons, ou 12 nouvelles chansons, je crois que... 14. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, parmi les chansons de cet album, on en a déjà écouté plusieurs, il y en a une qui est liée à la date du 2 mars 1945, parce que c'est la sortie d'un film que vous chantez. Les enfants du paradis ont ensorcelé Paris, du boulevard du crime à la Madeleine. Leur théâtre était celui de la passion de leur vie. Ils rayonnaient d'amour sur la scène. Et en plus, les studios de Sud Radio à Paris sont rue Les Enfants du Paradis, vous voyez. C'est incroyable, ça je ne savais pas. Alors, c'est une chanson qui est liée à un film qui vous a marqué, je crois. Oui, beaucoup. Pourquoi? D'une part, parce que j'ai connu personnellement Jean-Louis Barrault. Qui est à l'origine du film, c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui, à l'origine du film, il avait l'idée de faire la vie du mime de bureau. Tout à fait. Le fameux mime de bureau. Et puis, il connaissait Jacques Prévert très très bien. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer Prévert, une chance inouïe parce que j'ai appris beaucoup avec lui. Et puis, il y a eu Pierre Brasseur, qui faisait Frédéric Lemaître, et puis cette merveille d'Arletty, qui faisait Garance. Et ce film vous a marqué toujours? Toujours. J'ai toujours adoré ce film. Et puis Prévert, justement, qui est aussi à l'origine du film, vous avez appris les collages grâce à lui, Jean-Jacques Debout. Oui, un jour, il m'avait dit, j'ai des textes qui n'ont pas été mis en musique. Est-ce que tu veux venir à la maison? Je vais t'en montrer 2 ou 3. Là, il il m'avait vu chanter la veille chez Patachou à Montmartre. À Montmartre. Et il était très ami de Patachou, elle l'aimait beaucoup. Alors il venait, il buvait son petit verre, puis 2 verres. Et puis il regardait les chanteurs de l'époque. Et puis il m'avait dit, j'habite sur le toit, derrière le Moulin Rouge. Il m'avait donné son adresse, j'y étais allé. Cité Véron. Oui, c'est ça, Cité Véron. Et puis à un moment, il me tend une grande paire de ciseaux. Et à l'époque, il y avait le journal encore Ciné-Monde. Oui. Et il y avait Brigitte Bardot en première page, qui était là avec les jambes écartées, magnifique. Bardot, comme elle l'a toujours été. Et il me dit, tu peux pas me découper Bardot, là, comme ça? Alors je lui découpe, puis il me dit, mets pas trop de temps, parce que, tu sais, la colle, ça sèche et tout. Alors il était là, en train de faire un collage, puisque, comme vous le savez, il était très fort en collage. Oui. Et puis, enfin, je finis par découper Bardot, il l'attrape, et il l'assoit sur le dôme du Sacré-Cœur, avec les jambes écartées. En moi-même, je me dis, il n'y a que Prévert pour faire des trucs comme ça. Et ça avait une gueule folle, c'était formidable. Pas si vous vous souvenez, dans son appartement, il y avait un petit cheval à bascule. Oui. Et c'est Mitterrand qui lui a donné en 54, on ne sait pas pourquoi. C'est un cadeau de François Mitterrand, alors à ses débuts. Ah oui, ça m'étonne. Enfin, il ne me l'a pas dit, mais... Ah, ça vous surprend. Et vous avez fait, je crois, un collage aussi à la mie de pain. Oui. Vous avez fait vous-même des collages. Oui, pour la société La Mie de Pain qui abritait des gens qui savaient pas où dormir.
Et puis, je leur avais fait une chanson et pour illustrer la pochette, je leur avais fait un collage et qui leur avait plu beaucoup parce qu'ils l'avaient fait agrandir et puis ils l'avaient accroché partout. Et je leur avais dit, vous voyez, j'ai appris à faire des collages par le biais de Jacques Prévert. Ce collage d'ailleurs est présent dans cet album où il y a une autre chanson importante qui est d'ailleurs le titre de l'album, qui est Frida Kahlo. Toi Frida Kahlo et Diego Rivera, c'est à Mexico, ville de vos premiers pas, qu'un jour le destin vous a réunis d'un immense amour jusqu'au bout de la vie. Une chanson sur la pionnière des féministes, car elle était peintre, mais surtout pionnière des féministes. Elle a fait beaucoup de choses en fumant en public, en ayant un verre de tequila à la main. C'est qui a été scandaleux. Oui. Pourquoi cette chanson sur Frida Kahlo? C'était un peu... Eh bien, voilà l'histoire. C'est que j'étais très ami avec Arnold de Contade. Arnold de Contade était un homme qui était le frère de Anne d'Ornano, qui était la mairesse de Deauville. Et j'aimais beaucoup Arnold. Il avait un château très agréable qui se trouvait à Mazet, qui se trouve toujours à Mazet. C'était le château du maréchal de Contade, qui avait été le grand maréchal de Louis XIV des armées de terre. Et j'aimais beaucoup aller chez Arnold, et il venait à l'époque d'épouser une jeune femme très gentille. Et le problème, c'est que la maman d'Arnold était partie vers la fin de la dernière guerre mondiale. Elle était partie avec un aviateur qui s'appelait Monsieur de la Rosière. Ce Monsieur de la Rosière a monté une banque quand il est arrivé à Mexico. Et elle a été très très heureuse, cette femme, avec lui. Et un jour, Arnold me dit, je me sens pas tout à fait en forme. Il faut à tout prix que Anne-Marie, la femme d'Arnold, la jeune femme d'Arnold, Anne-Marie il faut aller voir ma mère à Mexico. Moi, j'avais vu des reportages à la télévision sur Mexico, et j'avais vu surtout cette cathédrale blanche, magnifique, avec tous les enfants qui chantaient ensemble, et ça m'avait vraiment pris à la gorge. Et il me dit, est-ce que tu veux pas accompagner Anne-Marie? Ce que je fais, et je vais à Mexico pour accompagner sa femme, Anne-Marie. Et Frida Kahlo là-dedans? Eh bien, Frida Kahlo là-dedans. Il se trouve que la maman d'Arnold de Contade avait une galerie de peinture très importante, et en même temps, elle chapeautait aussi le musée national de Mexico. Et elle m'a emmené voir Frida Kahlo, c'est-à-dire toutes les toiles qu'elle avait dans sa galerie, mais elle m'a emmené voir aussi le musée national de Mexico, où il y avait aussi des fresques de Diego Rivera, que Frida Kahlo va épouser malgré la défense de son père, qui n'aimait pas Diego Rivera. C'est pas qu'il l'aimait pas, il voyait mal sa fille épouser Diego Rivera. Alors, sa fille qui avait eu cet accident épouvantable. Il se trouve que Frida Kahlo est venue un jour à Paris. Elle a trouvé la ville sale et prétentieuse. Oui. C'est dire si elle était en avance sur son temps. Voilà. Oui, c'est André Breton qui avait eu l'idée de la faire venir. Exactement. Alors, il se trouve aussi que parmi les peintres que vous avez connus, il y a Salvador Dali. Et je crois que vous avez organisé une rencontre surréaliste, justement, entre Dali, Michel Sardou et Carlos, oui. Jean-Jacques Debout. Oui. C'est-à-dire que j'avais rencontré dans un dîner de Sophie Rochas et d'Armel Issartel, qui dirigeait l'Élysée-Matignon. J'étais assis à côté de Salvador Dali, et à un moment, Dali me regarde et il me dit est-ce que vous connaissez le chanteur Sardou? Alors je lui dis oui, je le connais parce que j'ai même travaillé avec lui pour les numéros 1 des Carpentiers à la télévision. Vous pouvez lui dire demain de venir, je vais faire monter une moto dans le salon de la suite que j'occupe à l'hôtel Meurice. Je voudrais faire des photos avec lui sur la moto.
parce que, comme vous le savez tous, Dali avait le sens un peu de la publicité. Oui, oui. Et moi, je ne me méfie de rien, j'appelle Michel et je lui dis, tu sais pas, j'ai dîné hier soir à côté de Dali et qui me dit qu'il voudrait faire des photos sur une moto qu'il va faire livrer dans sa suite à l'hôtel Meurice demain. Et si tu pouvais venir vers 5 heures, ce serait très bien, parce qu'il va convoquer tous les photographes et il serait très content de faire cette photo avec toi. Alors, j'ai Sardou au téléphone qui me dit c'est bizarre, pourquoi il a pensé à moi? Mais je lui dis il a pensé à toi. Ça se comprend. Michel, à l'époque, avait son visage placardé sur tous les murs de Paris avec des grandes affiches, Michel Sardou à l'Olympia. Donc, il s'était dit, c'est l'homme à côté duquel il faut qu'on me voit photographier. Je lui dis à Michel, je lui dis, viens, écoute, viens, je t'attends dans le hall. Michel vient, il y avait Carlos qui était là, et puis nous voilà montés pour aller au rendez-vous. Et puis on arrive au rendez-vous, et puis à peine arrivé, je présente donc Carlos à Salvador Dali. J'avais pas besoin de lui présenter Michel Sardou puisqu'il l'avait vu sur les affiches. Et il lui a dit, il l'appelait Sardou. Sardou, qu'est-ce que vous pensez de la moto? Sardou, il avait fait livrer une Harley Davidson. Elle est très bien, monsieur Dali est très bien. Sardou, montez dessus. Moi, je me mettrai sur le porte-bagages et puis je vous tiendrai comme ça. Et puis tout d'un coup, arrive sa femme, Gala, qui rentre dans le salon où il y avait la moto et Sardou et tout le monde, et elle aperçoit Carlos. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et elle lui dit « Qui vous êtes, vous ?» Alors il lui dit « Je suis Carlos, un ami de Michel et de Jean-Jacques. Vous n'avez rien à faire ici. Viens voir, elle lui dit. » Alors lui, il ne se méfie pas, il vient vers elle, et tout d'un coup, elle se tient à ses épaules, à Carlos, hein, et elle lui donne un grand coup de genou dans les parties. Carlos hurle, mais il hurle, et tout d'un coup, il s'effondre par terre, il tombe en arrière, en se tenant évidemment les parties, et en hurlant, et là, Sardou se fâche, et Sardou dit « Viens Jean-Jacques, viens, allez Carlos !» Il aide Carlos à se relever, et il dit « Foutons le camp d'ici, ça pue la merde ici, qu'on n'a rien à foutre ici, allez, foutons le camp !» Et voilà comment on est parti, dans l'escalier, en courant, et il n'y a jamais eu la photo. Sardou n'a pas eu le temps, finalement, de faire la photo avec Salvador Dali. Ça a été ce qu'on peut appeler un fiasco épouvantable. Voilà, mais ce qui n'est pas un fiasco, c'est cet album dont on va reparler à travers la date de sa sortie, le 29 mars 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Jean-Jacques Debout. Ce nouvel album que nous attendions avec ses 14 nouvelles chansons est sorti le 29 mars 2024. Pourquoi aujourd'hui avoir enregistré un nouvel album avec de nouvelles chansons? C'est parce que quand il y a eu le fameux Covid, moi je venais de partir à la campagne avec Chantal, et je lui disais, tu sais, j'ai des chansons dans la tête que je rêvais d'écrire, mais j'avais jamais vraiment eu le temps de le faire. Elle me dit, profites-en. Alors j'avais fait venir un piano agréable là-bas, pas loin de Châteauroux. Et puis j'avais appris qu'il y avait un petit studio pas loin, qui était très très bien, qui est dirigé par un jeune garçon qui a fait l'école de son vers Nantes, et qui s'appelle Louis. Et j'ai appelé ce fameux Louis et je lui ai dit, ça vous ennuierait pas si des fois je viens pianoter des musiques de chansons, parce que j'ai envie d'enregistrer des chansons que je n'ai jamais eu le temps de faire. Mais bien sûr, écoutez, vous êtes chez vous, et c'est comme ça
Et c'est Chantal qui m'a poussé elle m'a dit, tu devrais les faire, sinon ces chansons, elles mourront dans un tiroir ou elles mourront dans ta tête. Et on ne les connaîtra jamais. Voilà, et il y a une chanson qui est liée justement à Chantal, c'est Ne ris pas. Ne ris pas, ne ris pas. Depuis on ne s'est jamais quitté. Puis tout est passé si vite. Car c'est vraiment une chanson pour Chantal, ça. Oui. Ce sont vos années de vie, depuis votre premier dîner, je crois, au Vieux Paris, aux Champs-Élysées. Absolument. Je venais de la rencontrer. Enfin, je venais de la rencontrer. Je l'avais déjà rencontrée une première fois. Mais elle habitait à Londres et je l'avais perdue de vue pendant 1 an et demi. Et puis, Jean-Paul Belmondo sortait L'Homme de Rio et il m'avait invité à la première. Et en sortant de la première, j'avais été me délasser un peu pour marcher sur les Champs-Élysées. Et en marchant sur les Champs-Élysées, tout d'un coup, je me retrouve face à Chantal. Mais je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous étiez à Londres. Elle me dit, ma grand-mère vient de mourir, rue Anatole de la Forge, et je suis allé la voir et je descends les Champs-Élysées. Et je l'ai invitée à dîner et on ne s'est plus jamais quitté. C'est fou, hein? Et vous n'imaginez pas qu'elle chanterait encore aujourd'hui, tant d'années après? Non, et puis j'entendais tellement de choses sur elle. J'entendais, cette petite-là, l'année prochaine, elle sera plus là. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur elle? Et ça fait 41 ans, justement, aujourd'hui, qu'elle chante régulièrement. Voilà. Même plus que 43 ans. Alors, Belmondo, finalement, L'Homme de Rio est lié à votre histoire. Oui. Et Belmondo aussi, à travers une autre chanson, Un singe en hiver. Comme un singe en hiver, mon amour, j'errais chaque nuit, chaque jour, ne sachant où aller me cacher, n'ayant plus de raison d'exister. Un singe en hiver, Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Oui. qu'il appelait le petit d'ailleurs, Oui. avec qui il a sympathisé parce qu'ils lisaient tous les deux le journal de L'Équipe tous les jours. Oui. Pourquoi cette chanson, Jean-Jacques Debout? Mais parce que Jean-Paul avait un bateau à Marseille, dans les Calanques. Un bateau en bois, ce qu'on appelait, tu sais, Oui, les vieilles barques de... Oui, les barques. Et puis dessus, il l'avait un petit peu arrangé. Et de temps en temps, il aimait bien descendre à Marseille dans un hôtel pour se servir un peu de son bateau. Il débutait là à cette époque. Ah non, c'était quand il a eu son accident. Ah oui, d'accord. Oui. Et il y avait un garçon qui s'occupait de lui et qui me téléphonait, il me disait, mais descends avec nous, tu vas prendre le soleil, tu vas te baigner avec nous. Et Jean-Paul avait du mal à parler, il parlait, mais difficilement. Et comme il m'avait fait la confidence un jour que Le singe en hiver était son film préféré, auquel il tenait le plus, et à cette époque-là, je lui ai composé une chanson où je me suis mis dans le rôle qu'il tenait dans Le singe en hiver. C'est-à-dire, c'est pas le rôle de Gabin que je chante, c'est le rôle de Belmondo. C'est pour ça que je lui ai dédié Le singe en hiver dans cette chanson, car quand il la mettait, il avait un petit appareil, il la mettait, il prenait son portable et il mettait le portable dessus pour me montrer qu'il l'écoutait. Et il adorait cette chanson. Oui, je sais aussi que toutes les cascades, il les a faites aussi directement entre les Oui. voitures. Il s'est même blessé d'ailleurs un jour. Plusieurs fois. Avec les voitures. Plusieurs fois. Mais Jean-Paul Belmondo, vous l'aviez connu aussi à ses débuts. Oui, je l'ai connu à la Galerie 55 où il faisait un numéro où il s'habillait en femme et il faisait le rôle d'une femme qui disait la bonne aventure à un homme et elle lui disait et l'homme c'était Jean-Pierre Mariel. C'est fou, hein? Ouais. Et c'était à la Galerie 55 chez le fameux Le Gueltel. Voilà, où il y avait également Jean-Pierre Darras et Philippe Noiret. Philippe Noiret, il y avait toute la bande, il y avait même Bedos, il y avait beaucoup de monde. Et il se trouve que, bon, Jean-Paul Belmondo, vous l'avez bien connu. Quelqu'un que vous n'avez pas connu, mais qui vous avez aussi écrit une chanson à son sujet, c'est Victor Hugo. Certains voyages mènent en exil, et celui de Victor Hugo ne fut pas un des plus faciles.
avant de trouver le repos. Il dut s'éloigner de Paris, dont le peuple en fit. Alors ça, c'est l'histoire de Victor Hugo en exil qui part après donc quelques ennuis avec Napoléon III. Oui. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il a eu d'abord un passeport sous le nom d'un imprimeur, Lanvin, et il a passé, avant d'être exilé, plusieurs mois en Belgique. Oui, à Bruxelles. Voilà. Il habitait Grand Place. Au 16 Grand Place, exactement. Oui, oui, oui. Pourquoi cette chanson, Jean-Jacques Debout? Mais, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai toujours eu pour Victor Hugo vraiment une admiration sans borne. J'aimais ses poèmes. Ses romans m'ont tous touché. Et puis j'aimais le personnage. Ce personnage qui faisait de la politique, qui en même temps était un poète, qui en même temps était contre la peine de mort, c'était quelqu'un de... Et puis j'allais prendre des cours de rattrapage, car j'étais un cancre à l'école. Vous avez votre certificat d'études quand même? Non, Même je pas? l'ai raté. Ah bon? C'est ce qui chagrinait mon père terriblement. Et c'est après ça, justement, après avoir su que je l'avais raté, qu'il m'a dit « Tu vas aller habiter dans la chambre de bonne là-haut, car je ne veux pas entretenir un garçon qui ne travaille pas. » Et c'est comme ça que je suis allé rue du Croissant chez ma grand-mère maternelle, qui, elle, était rédactrice en chef du journal L'Humanité. Et elle m'a trouvé une chambre de bonne rue du Croissant, au-dessus de son petit appartement qu'elle avait de fonction. Et c'est en voyant un jour une petite annonce dans un magasin de chansons « Cherche coursier pour les éditions Raoul Breton, si possible, motorisé ». Elle m'avait acheté un petit Solex au charbonnier qui vendait son Solex d'occasion. Et c'est comme ça que j'ai obtenu la place de coursier aux éditions Raoul Breton. Et vous avez rencontré Charles Trenet. Et ces cours de rattrapage dont vous parliez alors? Eh bien, ces cours de rattrapage, je passais devant la maison où Victor Hugo avait été élevé du côté dans cette rue-là. Il y avait la place des Vosges où il y a le musée Victor. Oui, mais non, c'était pas la place des Vosges. Il était très jeune à l'époque. Mais je passais toujours devant cette maison et je l'imaginais petit en train de s'amuser avec son frère. Et je ne sais pas, c'est à cause de ça que je me suis mis à lire, à dévorer Victor Hugo. C'est fou. Hein. Et d'ailleurs, Le Crime et Châtiment et Les Misérables ont été écrits pendant son exil. Absolument. Alors, il y a une autre chanson dans cet album aussi qui est importante, parce qu'elle évoque un Paris qui vous fascine, c'est le Bal Blomet. C'est là qu'un beau soir est venu, une danseuse noire exceptionnelle, dansant la biguine presque nue, comme un joli rayon de soleil. Modigliani, Paul Colin, ainsi qu'un dénommé Béchette ont halluciné devant elle et devant son charme réel. Cette chanteuse, c'est Joséphine Baker. Oui, bien sûr. Que vous avez connue d'ailleurs à vos tout débuts en faisant un concours de chant, je crois. Oui, non, j'avais 6 ans et ça, on était à Saint-Aignan-sur-Cher. On attendait la fin de la guerre pour rentrer à Paris. Et il y avait un théâtre de verdure à Saint-Aignan, sur l'île plage de Saint-Aignan, où Joséphine Baker était venue chanter. Et ma grand-mère m'avait installé une petite chaise parce qu'elle savait que j'adorais le musical et pour que je voie de près Joséphine Baker. Et à un moment, Joséphine Baker chantait une chanson qui s'appelait « Qui veut mon bouquet de violettes ?» Et elle est descendue dans la salle et puis elle a aperçu un petit garçon sur une chaise qui la regardait. Et alors, elle s'est arrêtée devant moi. Et elle m'a dit « Tu t'appelles comment, mon petit garçon ?» Alors, je lui ai dit « Moi, je m'appelle Jean-Jacques Debout. » Et elle m'a dit « Eh bien, avec un nom comme ça, tu feras sûrement quelque chose de très bien plus tard dans la vie. » Et puis, le temps passe, et un jour, je reçois un coup de téléphone de Jean-Claude Brialy. Alors là, on était en plein Carpentier, hein, donc ça faisait quelque temps. Et il me dit tu sais pas, je vais mettre en scène la dernière revue de Joséphine Baker, qui est produite par Grace Kelly, et écris-lui un final. Je voudrais que tu lui écrives un final. Et je lui ai écrit « Au revoir, mais pas adieu »,
qui malheureusement, elle n'a pas pu la chanter longtemps puisqu'elle nous a quittés 4 jours après. Oui, le lendemain, la première. Et vous l'avez retrouvée, vous lui avez raconté cette anecdote de votre enfance? Non, j'avais pas eu le temps et puis elle m'impressionnait. Ah bon? Oui, elle m'impressionnait beaucoup, elle était impressionnante. Et puis j'avais vu qu'elle était un peu souffrante et je pensais pas que c'était le moment de lui raconter ça. Et le bal Blomet, pourquoi ce bal Blomet? Qu'est-ce que ça Alors vous le inspire? bal Blomet, voilà, c'est toute une histoire. Le bal Blomet, c'est... J'ai rencontré dans ma vie la fille d'André Breton, qui s'appelle Aube Breton. Je suis toujours très ami avec elle, mais j'étais ami avec son mari qui s'appelait Coco. Et Coco, qui était toujours au courant de tout, me parlait tout le temps du bal Blomet, avec tous les poètes de Montparnasse, c'est-à-dire les Montparnaud, les Parnassiens. Et j'avais une tante qui habitait rue Blomet. Et on passait souvent devant et je voyais bal Blomet, mais les lettres étaient un peu délavées et fatiguées. Et avec ce fameux Coco, qui était le mari de la fille d'André Breton, je lui disais, mais raconte-moi le bal Blomet, comment ça se passait. Et il a fini par me raconter exactement ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est Raymond Queneau vivait avec une femme qui peignait, qui avait un atelier de peinture juste à côté d'un garage. Un garage qui avait été fermé. Et un jour, il passe devant le propriétaire qui connaît cette vue, et Queneau dit au propriétaire, « Qu'est-ce que vous faites de cet endroit ?» Et il lui dit, oh, bon, rien du tout. J'avais des très bons mécaniciens qui sont partis près de la Tour Eiffel dans un garage plus grand. Et depuis, j'ai fermé le garage. Il sert à rien du tout. Pourquoi voulez-vous que je vous le montre? Eh ben oui, si vous pouviez. Et alors, le propriétaire a ouvert une porte. Et là, Raymond Queneau a vu un endroit absolument extraordinaire, comme un atelier d'artiste, mais alors très grand. Évidemment, plein de cambouis et plein de... Et alors là-dessus, le propriétaire lui dit, pourquoi ça vous intéresse? Mais il lui dit, oui, ça nous intéresse parce qu'à Montparnasse, les artistes de Montparnasse cherchent un endroit pour se réunir, un peu comme dans le film Le Cercle des poètes disparus. Et ça serait formidable d'aller... Ben, il lui dit... Le propriétaire, il lui dit, écoutez, si vous voulez, moi je vous le prête pendant 1 mois. Si vous arrivez à le nettoyer, parce que c'était plein de cambouis, plein de machins, faites-en ce que vous voulez. Et puis si ça marche, on se fera un petit papier entre nous. Mais en tout cas, ne vous en faites pas, je vous assassinerai pas. Et alors, Queneau, qui était ami avec un poète de Montparnasse, qui lui connaissait un entrepreneur de travaux pour la ville de Paris. En 3 jours, ils ont tout nettoyé et ils ont ouvert en catastrophe ce garage qu'ils ont appelé le bal Blomet parce que c'était le nom de la rue. Et Queneau était ami avec un musicien qui jouait de la clarinette, qui lui avait dit « je viendrai et on jouera, on fera un peu de jazz et j'amènerai une danseuse. J'ai quelques artistes qu'on amènera, faites votre soirée. » Et ils ont fait la soirée. Max Jacob est venu, évidemment, parce que Max Jacob aimait beaucoup Queneau. Et puis, tous les poètes de l'époque sont venus à cette soirée. Et puis, à un moment, le musicien en question est arrivé avec sa valise, avec un saxophone dedans, et puis une danseuse ravissante. Et puis il s'est mis à jouer. Eux, ils avaient préparé avec des planches comme une espèce de petite scène. Et puis ils avaient trouvé des vieux projecteurs de cinéma qui servaient plus. Alors ils éclairaient comme ils pouvaient. Et puis la danseuse s'est mise à danser au son de la clarinette, enfin du soprano du musicien. Et puis, le musicien, c'est devenu Sidney Bechet et la fille, c'est devenue Joséphine Baker. Voilà. Et en 8 jours, le bal Blomet s'est rempli parce que c'était devenu très à la mode d'aller là.
Et tous les poètes qui fréquentaient les restaurants de Montparnasse disaient il y a un endroit formidable où il faut aller. Et c'est comme ça qu'a été lancé le Bal Blomet. Et cet album est formidable et on reconnaît les chansons de Jean-Jacques Debout, les mélodies, car vous avez un style qui n'a pas changé. Cet album, il y a 14 chansons, dont Frida Kahlo et quelques autres qu'on a écoutées. Merci d'avoir composé et puis continuez ainsi, Jean-Jacques Debout. Ne changez rien. Continuez le plus longtemps possible. Ah ben merci. Merci, les clés d'une vie. Merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.